Premier constat, ce sont des chiffres qui sortent du bilan des bilans carbone qui avait été effectué par l'ADEME en 2010. Et il y avait deux chiffres qui sautent aux yeux. C'est qu'il y avait une grande satisfaction dans le fait d'avoir fait son bilan et d'avoir dégagé un plan d'action. Mais derrière, il y avait finalement que 40% des actions qui avaient été projetées qui sont partiellement ou totalement mises en œuvre. Donc il y a 60% des actions finalement qui ont été identifiées, suffisamment importantes pour être inscrites au plan d'action et qu'on laisse de côté. Et dans les 40% d'actions projetées qui ont été mises en œuvre, pour l'essentiel, elles vont toucher les émissions directes et l'organisation en particulier, c'est-à-dire des actions où l'entreprise ou l'organisation, là on avait beaucoup d'entreprises dans cette enquête-là, et j'allais dire directement aux manettes, donc plus facilement concernées, bien évidemment. Et c'est cette notion de facilité, finalement, qui va diriger le fait de mettre en place ou pas les actions. Donc les freins qui sont identifiés pour passer à la mise en œuvre, il y en a 4 importants et qu'on retrouve, quelle que soit l'organisation. On les retrouve dans les collectivités, on les retrouve dans les entreprises, on les retrouve même au niveau des territoires. C'est le manque de portage, c'est le millefeuille des démarches de progrès. Donc on va voir ce qu'on met là-dedans, mais c'est le fait que généralement on n'a pas qu'un plan d'action BGS ou qu'un plan d'action bilan carbone. On a plein d'autres démarches qui sont tout aussi importantes et qu'il faut mener de front. Les freins à l'investissement, la question tout simplement des sous. Et puis la résistance au changement, où là on est sur des choses qui sont beaucoup moins perceptibles, mais qui sont tout aussi importantes. Donc ce que je vous propose dans la présentation, c'est qu'on va regarder ces 4 freins les uns après les autres, et surtout essayer de voir comment est-ce qu'on peut les franchir, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire en sorte que ça ne soit plus des freins, justement. Alors le manque de portage. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve partout. Actuellement, il y a donc le SMGES qui se met en place par l'association Bilan Carbone, dans lesquelles il y a eu pas mal de réunions de travail. Et il y a un constat qui est ressorti sur cette question de portage, c'est justement qu'au niveau des décideurs, il y a souvent ce manque de portage. Alors manque de portage, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la question du carbone et la question des actions qui y sont liées sont finalement, j'allais dire, laissées à l'arbitrage de personnes qui n'ont pas forcément les leviers. Donc on a souvent des questions, c'est ce qui est indiqué dans le 3e point, qui sont considérés comme des sujets portés par des militants, entre guillemets, et qui sont laissés, j'allais dire, à la responsabilité au mieux du directeur développement durable, quand il y en a un, ou alors d'une personne qui va s'occuper de près ou de loin d'environnement. Mais après, au-dessus, dans la pyramide de hiérarchie, le portage est très faible. Et ça, c'est lié aussi à un autre constat, le fait que le sujet carbone, aujourd'hui en tant que tel, il est connecté ni à la performance, ni au coût, ni à la valeur immatérielle de l'entreprise ou de l'organisation. C'est-à-dire que derrière la question des tonnes de carbone, des tonnes équivalent CO2, on n'a pas aujourd'hui de notion de coût direct. Alors on l'a vis-à-vis de l'énergie sur certains aspects, et vis-à-vis du carbone, on a une grande difficulté à rattacher cette question-là à tout simplement la performance de l'entreprise ou de l'organisation. Donc ça, c'est le constat qui se fait vraiment dans de nombreuses entités. Alors ce manque de portage, comment est-ce qu'on peut le lever? C'est d'une part, et ça me paraît essentiel, de démontrer que l'approche carbone, elle est d'une part stratégique et très concrète. Parce que souvent, c'est ce qui va être le premier frein. On va dire, oui, je pense bien au réchauffement climatique, je suis bien d'accord avec vous. Mais bon, en attendant, j'ai une boîte à faire tourner et je ne vois pas le rapport. Là, on peut prouver ce rapport-là. D'une part, parce que quand on mesure les émissions de GES et quand on essaye donc, de les réduire, on va agir sur des points qui sont très concrets.
On va agir sur, bien sûr, les questions des coûts énergétiques, parce qu'une grande part de ces émissions est liée à l'énergie, de près ou de loin. Hein. Là, je suis plus scope 1, scope 2, parce qu'on a de l'énergie dans le scope 3. Donc, de près ou de loin, on a la question énergétique, donc question des coûts, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour ses collaborateurs, que ce soit pour les agents d'une collectivité, que ce soit pour les habitants d'un territoire. La question des coûts, elle est derrière la question du carbone. Bien sûr, d'anticiper, de maîtriser les coûts à venir, parce qu'on est sur quelque chose qui est fluctuant et plutôt fluctuant dans un sens de hausse. Donc forcément, ça veut dire que là, on va anticiper des niveaux de performance. Et donc là, on peut commencer à intéresser les décideurs sur cette question-là. Il y a le fait également que la mesure des émissions de GES et leur réduction, c'est une analyse qui est transversale. Et à partir du moment où on a une démarche transversale, on a une démarche qui est intéressante d'un point de vue du fonctionnement de l'entité et d'un point de vue de son organisation. Et puis, c'est également anticiper des coûts qui peuvent être liés à une réglementation environnementale à venir, ou qui existe ou à venir. Et donc, pardon ? Et après le micro. Ah, j'ai pas de téléphone. Non, mais il y a une interférence, je suis désolé, je sais pas d'où ça vient. Je peux essayer de changer de micro si c'est mieux, mais on va voir. Ah bah, je change de micro, voilà, on verra si c'est mieux. Ça n'a pas l'air d'être mieux. Donc, effectivement, l'intensité carbone d'une organisation est une dimension essentielle de sa compétitivité présente et future. À partir du moment où on fait prendre conscience de ça, on a déjà gagné une part du pari. Et c'est un défi en soi hein, d'arriver à montrer que derrière ces tonnes de gaz à effet de serre, il y a de la compétitivité. Et puis, il peut aussi y avoir la nécessité de mobiliser un certain nombre d'acteurs. Et ça, notamment, c'est valable pour les collectivités et pour les territoires. Tous les acteurs qui sont mobilisables, donc là sont cités des acteurs nationaux, et puis il y a les acteurs régionaux, et puis bien entendu tous les acteurs des territoires, peuvent faire en sorte que sur les questions qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité, questions de transition énergétique, les questions pour les territoires de TEPOS, toutes ces questions-là, faire le lien avec la politique carbone de l'entité du territoire, c'est un lien qui se fait relativement facilement. Quand on parle territoire énergie positive, derrière, il y a bien une notion de carbone quelque part. Donc ça, c'est un élément de discours qui peut permettre d'augmenter, en tout cas, si ce n'est le portage immédiatement, en tout cas la prise de conscience. Et à partir du moment où on est engagé dans ce processus-là, on peut espérer un portage supérieur. Après, le portage, il faut qu'il soit à deux échelons. Hein. Il faut qu'il soit, d'une part, au niveau supérieur, d'avoir un portage hiérarchique. Il faut aussi arriver à avoir une mobilisation de l'ensemble des acteurs qui doivent mettre en place le plan d'action, bien entendu. Donc ça peut être des salariés, des agents ou des entreprises, des acteurs socio-économiques. Le deuxième frein que j'évoquais tout à l'heure, c'est le millefeuille des démarches de progrès. Alors là, sont cités quelques exemples, mais on peut avoir une démarche qualité liée à une ISO 9001. On peut avoir des démarches santé-sécurité au travail, des démarches système de management de l'environnement, 14001, des démarches de management des questions énergétiques avec l'ISO 50001, des démarches autres qui sont propres à une entreprise, internes à un fonctionnement. Et au bout d'un moment, la question qui arrive est de dire, bon, si on rajoute encore cette question du plan d'action gaz à effet de serre, pour quelle efficacité et quel bénéfice on va en avoir en plus de tout ce qu'on fait? On fait déjà plein de choses, est-ce que ça ne suffit pas? Ça, c'est la question. Donc ça génère effectivement une inquiétude. Et quand on a une inquiétude, généralement, on réfléchit, donc on ne fait pas. La solution, c'est pas de dire non, mais il n'y a pas de problème, ça ne génère rien en plus, c'est faux. À partir du moment où on rajoute une couche, on rajoute une démarche, on a de la mobilisation qui est nécessaire en plus. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que ces démarches-là, elles se rejoignent sur un certain nombre de points. Et c'est l'intérêt de mutualiser et de valoriser ces démarches vers une démarche commune
commune à l'entreprise ou commune à l'organisation, qui est une démarche de progrès. Donc c'est d'une part étudier toutes ces démarches qui existent, et ça, dans l'idéal, ça se fait dès la phase, j'allais dire, où on pense à faire un bilan GES et un plan d'action. Déjà voir toutes les démarches qui se mènent et quels sont les rapports entre elles et quels sont leurs rapports avec la question, par exemple, des gaz à effet de serre. Donc c'est les objectifs communs, les actions qui peuvent être communes, les acteurs qui seront communs, parce que là aussi, rien de tel pour démobiliser et ne rien faire que de solliciter le même acteur sur 3 démarches différentes par 3 personnes différentes. Donc c'est très important de regarder les convergences qui existent. Ça veut dire aussi repenser les stratégies de progrès, ne pas les prendre une par une. C'est ce que je disais, avoir une vision qui est une vision générale et globale avec un fil conducteur. Alors ce fil conducteur, ça peut être le carbone ou pas, ça peut être un autre fil conducteur, et dans ce cas-là, le carbone vient s'y greffer. Donc ça passe par un système de management qui est intégré, un système de management qui n'est pas monocritère. Et puis, bien sûr, c'est une fois qu'on a fait tout ça, évaluer, piloter et communiquer sur justement ces valeurs de progrès, ces interactions entre les politiques, les différentes politiques qui sont menées, les différentes actions qui sont menées, de manière à montrer une cohérence. Ça, c'est un aspect très important, de montrer une cohérence sur la globalité de la démarche de progrès, de stratégie de progrès, on l'appelle comme on le veut, mais faire en sorte que justement, on n'ait plus ce millefeuille ou cette impression de millefeuille, mais au contraire, on ait une impression d'aller vers un objectif, et pour ça, on utilise différentes actions qui dépendent de différents schémas, mais ça, c'est pas l'important. Ça, on est dans le moteur. Ce qui est important, c'est de voir l'objectif global. Donc, ça nécessite, si ce n'est fait, je le disais, de faire ce travail de recherche de cohérence entre les différentes actions. Et ce travail, il peut se faire à n'importe quel moment. C'est jamais trop tard pour le faire. Bien sûr, un troisième frein qui est clair, c'est les freins à l'investissement. Donc il y a d'une part un fantasme qui peut exister sur des actions miracles. Alors les actions miracles, c'est quoi? C'est une action qui coûte rien, qui est très facile, qui rapporte beaucoup, et on est sûr qu'on va la trouver celle-là. Le problème, c'est qu'elle existe rarement, cette action miracle. Donc après, quand on met le nez dans les réalités, il y a un petit temps de blocage. Il y a bien sûr, on n'est pas dans une période où on peut comme ça sortir le carnet de chèques. Donc quand un investissement est fait, il est réfléchi en fonction de ce qu'il peut rapporter, c'est bien normal. Il y a aussi la méconnaissance des dispositifs de financement. Donc on va y revenir tout à l'heure à la suite de ma présentation, mais il y a un certain nombre de dispositifs de financement qui peuvent aider très concrètement à mettre en place un plan d'action. Et ces dispositifs de financement, aujourd'hui, c'est un petit peu, pour beaucoup de personnes, le brouillard. Il y a beaucoup de choses, on ne sait pas trop, c'est variable d'une région à une autre, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et souvent, d'ailleurs, que ce soit entreprise ou collectivité, l'accompagnement dont elles bénéficient, il va jusqu'au plan d'action, il va rarement jusqu'à quel dispositif de financement pour mettre en place ce plan d'action. Ça, c'est un élément important. Donc, connaître les dispositifs de financement ou se faire aider pour les connaître, ça, c'est un gage de réussite. Quand on présente une action et qu'on sait comment on va la financer, c'est tout de suite plus facile comme position pour la défendre. Et puis, frein investissement, c'est aussi les délais dans les prises de décision, parce que les investissements nécessitent des prises de décision qui peuvent être longues, avec des budgets qui sont votés, qui sont faits en prévisionnel, sur lesquels il est difficile de rentrer. Donc ça, c'est également un autre frein. Alors, pour ça, il est essentiel de faire quelque chose qui aujourd'hui reste encore, j'allais dire, peu fait, peu réalisé, c'est l'approche économique du plan d'action. Alors, l'approche économique du plan d'action, elle peut passer par plusieurs aspects. Il y a montré le bénéfice de l'action sur des quick wins. Alors, les quick wins sont les actions que l'on va mettre en place rapidement, qui sont des petits investissements, mais qui vont avoir des retours sur investissement rapides. Et pour citer un exemple, il est par exemple plus facile de mettre en place 10 actions qui vont coûter chacune 50 000 euros
qui vont rapporter un certain nombre d'euros en retour sur investissement, qu'une grosse action à 1,5 million sur laquelle il va falloir travailler pendant des mois, voire des années pour commencer à la voir émerger, et on ne saura pas trop à quel moment elle va revenir. Ça ne veut pas dire que les grands projets, il faut les balayer, mais ça veut dire que ces actions qui peuvent être mises en place facilement aussi, hein, et qui ne nécessitent pas forcément, d'un point de vue de l'organisation interne des structures, de grands bouleversements, peuvent permettre déjà d'engager les choses. Et c'est toujours positif d'avoir des choses qui se mettent en place et surtout de voir leur retour, et de voir que ça marche, et de voir que ça se fait. Et que dans tel service de l'entreprise, dans telle compétence de notre collectivité, ils ont mis en place quelque chose, rapidement, ça a pu se faire, ils y retrouvent un retour, et donc ça fait aussi boule de neige. Donc c'est pas mettre de côté les grosses actions, c'est déjà privilégier ce qu'on peut faire de très efficace. C'est aussi être tout à fait clair et réaliste sur la nécessité d'études préalables complémentaires pour certaines actions. La plupart du temps, dans des plans d'action de bilan gaz à effet de serre, on a un certain nombre d'actions qui vont nécessiter des compléments d'études de faisabilité. On n'est pas sur des actions, on est rarement sur des actions sur lesquelles on peut les mettre en place immédiatement. On a les quelques exemples de Quick Win, mais on en a d'autres qui vont nécessiter des études de faisabilité, pour ne citer qu'elles. Et donc ça, il faut être très clair là-dessus aussi, et pas laisser croire que on a notre plan d'action, maintenant il suffit de dire go, et demain tout est en place. C'est faire preuve de cette transparence, c'est aussi donner les clés pour que derrière le plan d'action ne soit pas rejeté dans sa mise en œuvre. Bien entendu, les retours sur investissement qui sont, j'allais dire, quelque chose d'essentiel, mais les retours sur investissement, ils existent sur un certain type d'action. Et puis, on a des actions sur lesquelles on n'a pas forcément un retour sur investissement, ou en tout cas, on n'a pas un retour sur investissement mesurable rapidement. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Mais le retour sur investissement, dès qu'il est possible de l'identifier et de le calculer, c'est un élément qui est indispensable. Et puis, bien sûr, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur connaître les financements. On ne connaît pas aujourd'hui les financements. Il y a un certain nombre d'accompagnateurs techniques ou financiers qui sont là pour aider à la mise en place de ces plans d'action. Donc c'est important de les connaître et de rentrer en relation avec eux. Et donc à partir du moment où on a des actions qui sont bien chiffrées, sur lesquelles on peut être clair sur le retour sur investissement qui existe, et sur lequel on a des financements possibles qui sont clairement identifiés, l'appropriation de cette action est beaucoup plus simple. Et puis le dernier frein important, il y en a d'autres, hein, mais dans les 4 grands qu'on avait identifiés, c'est la résistance au changement. Et la résistance au changement, elle est liée à plusieurs choses. Elle peut être liée à la gouvernance, c'est-à-dire au fonctionnement tel qu'il est établi, de qui prend les décisions, qui peut prendre des décisions, quel chemin doivent suivre les décisions. La culture d'entreprise. Alors, culture d'entreprise, c'est valable pour les entreprises, mais c'est valable aussi pour toutes les entités. On n'a pas forcément une culture qui est adaptée à la mise en place d'un plan d'action qui est a priori très transversal. Enfin, vous l'avez tous vu, les plans d'action qui concernent le carbone sont des plans d'action transversaux qui nécessitent de travailler en mode projet, et ça, c'est pas quelque chose qui est forcément établi. Ça peut passer aussi par la qualité du dialogue social en interne. Enfin, j'ai personnellement vu des actions qui ne se mettaient pas en place pour des questions de dialogue social. Des questions sur les déplacements domicile-travail qui commencent à toucher des choses un petit peu sensibles. Et quand on commence à remettre en cause des véhicules qui sont utilisés, des choses comme ça. Là, ça commence à être sensible. Et si on n'a pas, j'allais dire, un dialogue social et même plus globalement, une communication qui est suffisamment, un échange qui est suffisamment important sur ces questions-là, assez en amont, à un moment, on se heurte sans comprendre au mur du refus. Et puis, pardon, excusez-moi, la peur de la stigmatisation, c'est pour certaines actions qui peuvent avoir l'impression de pointer du doigt une catégorie du personnel qui ferait mal son boulot. On va agir sur l'énergie, ça veut dire que depuis des années, celui qui est en charge de l'énergie, qu'est-ce qu'il fait, quoi ?
Donc voilà, il y a ce côté-là aussi qui parfois limite. Donc c'est des choses qui sont difficiles à percevoir généralement et qui nécessitent une bonne connaissance de l'entreprise ou de l'organisation. Donc ça veut dire qu'il faut changer quelque chose quand on veut faire de l'action, et changer quelque chose, c'est anxiogène, et changer quelque chose, on a du mal. Alors, pour ça, c'est la conduite du changement. C'est ce qu'on met sous ce grand terme, conduite du changement, qui est assez à la mode. Mais derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moyens de faire en sorte que le changement se passe le mieux possible. Donc déjà, ça veut dire dépasser l'aspect uniquement technique. Et souvent, on a tendance à se limiter à l'aspect purement technique de l'action. Il faut être attentif à l'ensemble des facteurs opérants dans l'organisation, c'est-à-dire les facteurs de hiérarchie, les facteurs de prise de décision, de responsabilité, et parfois en donnant la responsabilité, si je reprends cet exemple de la gestion de l'énergie, à quelqu'un qui ne l'a pas aujourd'hui, on va en défaire quelqu'un d'autre, ça peut être mal perçu, il faut vraiment intégrer ces éléments-là. Donc c'est au-delà de l'aspect technique. Là, on n'est plus dans du pur technique et du pur chiffre. On est dans la gestion sociale et humaine de l'organisation. Et puis, c'est mettre en œuvre des techniques adaptées. Il y a beaucoup de techniques qui sont adaptées justement à une mobilisation intéressante. Donc ça passe par l'animation, toutes les techniques d'animation, toutes les techniques également conduite du changement. Donc il y a différents éléments, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais des façons de travailler qui peuvent permettre... alors on aurait tendance à se dire, oui, mais moi je fais un plan d'action bilan GES, je ne suis pas là pour faire du social ou faire la gestion du personnel. Parfois, il faut passer par là pour arriver à pouvoir lever ce frein qui peut être très important, parce qu'en bout de course et en bout de chaîne, il y a bien quelqu'un qui doit mettre en place l'action. Donc voilà, simplement pour conclure, il y a deux éléments, si on veut les résumer, qu'il convient d'améliorer quand on veut avoir un plan d'action qui se mette en place. C'est d'une part améliorer les méthodes existantes. Donc là, on est justement un peu sur un aspect technique. Donc effectivement, il y a le management. Donc ça, c'est tout l'aspect regroupement des procédures, etc. Enrichir d'un indicateur carbone, enfin de plusieurs, les systèmes de management qui existent. Ça, le SMGES le permet. Mais c'est un élément qui doit être intégré. C'est-à-dire qu'on n'a pas la vie de l'entreprise et le plan d'action carbone. On a une vision globale de la démarche de progrès qu'on veut engager, parmi laquelle il y a la question du carbone qui est intégrée. Il y a effectivement les développements en cours donc sur la quantification de l'impact GES des actions, on en a parlé ce matin, et l'évaluation carbone des activités financières qui peuvent permettre d'améliorer justement la prise en compte de ces actions-là et donc le message qu'on veut faire passer avec. Puis les évolutions réglementaires qui vont permettre d'améliorer aussi les choses, donc la meilleure connexion avec les obligations sur l'énergie, le travail de pédagogie, l'intégration progressive du scope 3, on en a parlé ce matin, qui peuvent être des éléments participant à justement une meilleure appropriation du plan d'action. Donc ça, c'est l'amélioration des méthodes existantes. Et puis, il faut également mobiliser de nouvelles compétences et décloisonner les expertises. C'est valable pour les entités qui font leur BGS, c'est valable également pour tous ceux qui les accompagnent, dont nous, bureau d'études, puisqu'on a un certain nombre dans la salle, on a à mobiliser des compétences qui vont au-delà de la compétence technique. La maîtrise des systèmes de management connexes, parce qu'il faut pouvoir raccrocher la question du carbone à d'autres questions, qui sont des questions, pour faire simple, on va dire de développement durable au sein de l'organisation. La conduite du changement, savoir apporter des informations sur les mécanismes de financement et l'économie, des choses sur la communication. Donc ça veut dire qu'il y a des compétences qui sont complexes et qui sont multiples, qui doivent être mobilisées, soit en acquérant ces compétences, soit en mobilisant les personnes qui sont aptes à pouvoir les apporter. Et j'en ai fini. Je vous remercie.